Amis de TV Liberté, bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour Anne. Nous filons au cinéma et nous avons vu eh bien, finalement 4 bons films. Et nous avons vu 4 bons films. Donc voilà. Alors, j'ai envie de commencer par les films français. Enfin, français. Le Franz. Qui est donc français, comme son nom l'indique. Oui, enfin c'est un réalisateur français, François Ozon. Et c'est donc l'histoire du mari de Sissi, et qu'on ignore trop souvent. Ne me déconcentrez pas. Et Le Fils de Jean, qui est un autre film français de Philippe Liorret. Alors, Franz, que nous avons choisi de mettre en valeur pour l'affiche de cette émission, est un très très joli film et il a été fait une injustice à l'égard de ce film. Il a été descendu en flammes dans le Figaro, on ne sait pas pourquoi, par quelqu'un que je ne connaissais pas. Et cela a rendu notre ami Frédéric Pic très très mécontent. Donc il m'a chargé de vous dire son mécontentement parce que c'est en effet un très très beau film. Oui. Et donc on dit beaucoup de bien. Entre le Figaro, toutes les autres personnes qui ont un cerveau en disent du bien. Alors, nous sommes après la guerre de 14-18, dans une toute petite ville allemande, et une jeune fille toute de noir vêtue vient fleurir la tombe de son fiancé mort à la guerre. Elle a la surprise de voir que quelqu'un d'autre vient fleurir cette tombe. Et il se trouve que c'est un jeune homme français qui a lui aussi fait la guerre et qui dit être l'ami, qui se révèle être l'ami de Franz, son fiancé. Bien évidemment, vous imaginez que dans cette petite ville allemande, l'animosité à l'égard des Français est à son maximum. Donc, socialement et politiquement, historiquement, cette atmosphère anti-française est très très bien vue, de même que quand il y aura des scènes en France, l'atmosphère anti-allemande vient de même. Mais il faut dire aussi que c'est la reprise d'un film de Lubitsch des années 32, dont je ne dirai pas le titre parce qu'il révèle la fin du film et qu'on ne doit jamais révéler la fin d'un film. Nous sommes donc dans une atmosphère sinistre, puisque vous le savez, cette guerre de 14 a été le suicide de l'Europe. La jeunesse de France, la jeunesse d'Allemagne est morte. Et d'autres pays aussi. Et d'autres pays aussi, bien sûr. La jeunesse anglaise, la jeunesse canadienne. Et belge et autrichienne. Et belge et autrichienne. En partie italienne. Ce film, donc, qui aurait pu être sinistre, et qui l'est, j'ai tout de même beaucoup pleuré. Je préviens les téléspectateurs. Ce film est le réapprentissage à la vie de ces deux jeunes gens complètement fracassés. Et ça, c'est vraiment une idée merveilleuse, puisque l'ami français va faire sortir Paul Habert de cette tristesse incommensurable qui s'est abattue sur elle et qui a ravagé la vie de milliers de jeunes femmes en France et en Allemagne et dans tous les autres pays. Et elle va, pardonner à ces soldats français qui ont tué l'homme qu'elle aimait. Donc, cette idée est une idée remarquable. Et puis le point de vue change, parce qu'on a l'habitude de voir des films où c'est les gentils Français qui pardonnent les méchants Allemands. Non, là, il n'y a aucune caricature. Et voilà. Le film est en noir et blanc.
la majeure partie du temps. Et cela donne une lumière. On a oublié ce que c'était qu'un film en noir et blanc, mais c'est éblouissant. C'est éblouissant parce qu'il y a des nuances de noir, des nuances de lumière. Et la scène principale, c'est dans le cimetière. Ils sont tous les deux et on entend le vent dans les feuillages naissants, puisque nous sommes au printemps. Et c'est là qu'ils réapprennent tous les deux, encore une fois, à vivre. Je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment extrêmement joli, un joli moment. On ne ferait plus que les cerisiers et on serait au Japon pour un film merveilleux dont les Japonais ont souvent le secret. Alors, vous faites bien de parler du Japon, puisque c'est le même thème que notre petite sœur, que nous avions bien critiqué parce qu'il était très beau, que nous avions tous aimé, qui était l'histoire de ces 3 filles qui invitent la 4e, qui est née hors mariage, de leur père, et l'amitié qui naît entre ces 4 filles. Voilà. Il y avait aussi ce très joli film sur le printemps avec cette vieille dame qui fait des les délices de Tokyo. Les délices de Tokyo. Voilà, oui, mais là, il n'y avait pas de... Mais il y avait quand même une histoire d'amitié très touchante. Bon, oui. Peu importe. Alors vous 2 films. Alors, je vais peut-être commencer avec celui que j'ai trouvé le plus intéressant, qui était Comancheria. Alors, Comancheria, c'est l'histoire de 2 frères. Et ces 2 frères ont un problème avec une banque, puisque la banque veut saisir la maison de leur mère qui est morte, et du coup, ils ont une idée. Où Au Texas. Au Texas. Bien entendu. Ils ont une idée qui consiste à braquer les petites agences de la banque en question pour prendre de l'argent afin de rendre à la banque l'argent qu'ils lui auront volé pour payer les dettes que l'agence bancaire a fait commettre à leur mère. L'idée est assez amusante. Sauf qu'évidemment, alors tout ça est bourré d'images texanes, avec des garçons en chapeau de cow-boy, etc. Okay. etc. C'est plein d'humour, sauf qu'évidemment, les types vont finir par être pas non plus les plus grands intellectuels du monde et se faire courir après par des policiers. Ne dites pas la fin. Je ne dis pas la fin. Et parmi ces policiers, il y a donc un vieux Texan très gros qui doit prendre sa retraite et un native, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire un homme d'origine indienne. Alors il y a beaucoup de blagues un petit peu salaces, voire à la tendance, à la limite du racisme, mais qui sont faites avec beaucoup d'humour, et notamment donc cet Indien n'arrête pas de se plaindre que son chef lui fasse des blagues racistes, et le chef lui dit « quand je serai mort, elles te manqueront ». Mais ce qui n'est pas faux. Et évidemment, donc on suit l'histoire de ces frères. Alors, ce n'est pas trop manichéen, et surtout le scénario est assez bien mené de telle sorte que on ne devine pas tout de suite la fin. Évidemment, je ne révèle pas. Et on rit. Alors, il y a des moments d'humour. C'est quand même un film avec des méchants et des gentils. Où, voilà, les avec méchants beaucoup de suspense. Sont poursuivis. Il y a un petit peu de suspense. Il y a un petit peu de charcuterie quand même par moment. Un peu de sang, un peu d'hémoglobine. On finit par se tirer dessus quand même un petit peu. D'accord. Mais bon, il y a de l'humour et il y a notamment une scène que j'ai trouvée tout à fait savoureuse où les 2 policiers se disent que peut-être une des agences va être braquée et donc ils décident de camper dans le restaurant en face de l'agence en question pendant plusieurs jours. Et il y a une serveuse qui est absolument mal aimable et qui commence en arrivant, qui est une espèce de grosse dondon texane, qui leur dit « Qu'est-ce que vous ne voulez pas ?» Elle dit « Comment ça ?» Bien. Elle leur dit « Oui, en fait, il y a en gros 3 produits sur la carte, dont un qu'on ne fait plus et les 2 autres sont mauvais, lequel vous ne voulez pas ?» Et les policiers donc, concluent en disant « Ici, au moins, on est sûr que ce ne sera pas cambriolé. » C'est que ça ne sera pas cambriolé, voilà, c'est sûr. C'est relativement plein d'humour. Bon, alors, Comancheria. Assez crue. Comancheria. Sur ce qu'est le Texas. Alors pourquoi Comancheria ? Parce qu'en fait, donc, les 2 frères en fait, blanchissent l'argent de la banque à travers le casino. Et il y en a un qui se fâche à un moment au casino. Les casinos sont tenus par des Indiens en général. Parce qu'ils ont des zones franches pour implanter des casinos. Et se fâche avec un des Indiens, donc dans le territoire des Comanches. Et le type lui dit, vous savez ce que veut dire Comanche ? Ça veut dire ennemi de tous. Et l'autre, donc un des braqueurs, lui dit « ce qui fait de moi ». Et l'autre lui dit « l'ennemi des Comanches ». Et le frère répond « non, un Comanche ». Voilà. D'où le nom Comancheria. Très bien. Infiltrator ? Alors Infiltrator, c'est un film qui est assez bien noté d'une manière générale et que la presse a bien aimé. Un film américain ? Un film américain, évidemment, qui se passe dans les années 80. Et c'est l'histoire d'un agent des douanes qui est infiltré
en général dans des trafics de drogue, d'où le nom infiltrator. Ah oui. Et un jour, il se dit, plutôt que d'infiltrer pour avoir un petit commerçant en faisant semblant de dealer, si j'ose dire, X kilos de cocaïne, intéressons-nous à l'argent. Voilà. Et par l'argent, on va attraper les gros poissons. Et donc, avec l'accord de sa hiérarchie, il devient le plus grand blanchisseur de tous les temps, donc avec faux bureaux, fausses maisons, fausses fiancées, faux costumes, fausses Rolls-Royce, tout faux. Et il finit par lier connaissance avec plus de 80 personnes d'un cartel. C'est tiré d'une histoire vraie, des plus gros cartels de drogue colombiens, et par blanchir des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Alors, évidemment, l'objectif, c'est d'attraper les méchants sans se faire tuer et donc sans se faire repérer, tout en préservant son mariage, sa famille et sa santé, ce qui n'est pas gagné. Alors, je ne vous dis pas comment ça se termine, c'est quand même tout ça, en fait, c'est plutôt le contexte historique qui est intéressant et la façon dont c'est fait, puisque on est à l'époque, dans les années 80, où le trafic de drogue explose littéralement aux États-Unis, et notamment avec les fameux cartels de Medellín et de Cali, celui de Medellín étant tenu par Pablo Escobar, ce qui m'amène à une parenthèse que vous me permettrez peut-être de faire sur une série qui s'appelle Narcos, qui est une série de Netflix. Narcos. Sur Netflix. Voilà, et on suit l'histoire de policiers de la DIA, donc c'est-à-dire de l'autorité américaine qui lutte contre le trafic de drogue, contre le cartel de Medellín, et donc il raconte l'histoire de ces policiers colombiens et américains qui vont détruire le cartel de Pablo Escobar. C'est 2 saisons de 10 épisodes. Bon. Évidemment, à la fin, Pablo Escobar se fait choper. Merci beaucoup, Maxime. Vous allez vraiment dans des régions où nous n'allons pas, donc vous êtes précieux. Maintenant... Alors évidemment, ces 2 films ne sont pas à voir avec toute la famille. Non, bien sûr. J'ai employé le mot charcuterie. Comancheria et Infiltrator. Et Infiltrator, c'est pour les adultes. Après donc, le premier film français, qui est donc France, je voudrais vous parler du Fils de Jean, de Philippe Liorret, qui est un film sur la paternité. C'est un jeune homme divorcé qui reçoit un message par téléphone du Québec. Votre père est mort et l'enterrement est tel jour. Donnez-moi votre adresse. Il veut vous adresser un paquet. Or, ce jeune homme, évidemment, souffre de n'avoir pas connu son père, donc immédiatement, il achète son billet et il s'envole pour le Québec. Et il est accueilli à l'aéroport par un bougon, un homme très remarquable qui s'appelle Gabriel Arcan, qui joue comme un dieu. Et ce bougon lui dit vous ne dites pourquoi êtes-vous là? Il est furieux qu'il soit là, et ne révélez pas que vous êtes le fils. Vous imaginez bien qu'on ne va pas vous accueillir à bras ouverts. On ne va pas prévenir. La veuve et les 2 filles sont déjà suffisamment malheureux. On ne va pas en plus leur annoncer que vous venez. Que vous existez. Et que vous existez. Et que vous êtes là. Et le centre du film, en fait, c'est une journée et une nuit au bord d'un lac, comme il y a beaucoup au Québec, parce que le mort était un grand pêcheur. Et c'est au cours d'une pêche sans jeu de mots, manifestement, devant l'Éternel. Et donc, il a eu une attaque cardiaque au moment de cette pêche, et donc il est tombé dans le lac, et il faut retrouver le corps, parce que s'il n'y a pas de corps, pas d'héritage, avant 6 ans. Donc après ce détail étonnant qui révèle que les 2 frères de notre Français ne sont pas quand même les charmants frères que notre Français voudrait retrouver et évidemment découvrir. Mais je n'en dis pas plus. C'est un très joli film sur la paternité, sur la culpabilité de ne pas assumer sa paternité, ce qui, je crois, était assez fréquent et l'est toujours. Probablement encore beaucoup. L'est toujours.
pas d'attaque ad nominem, mais quand même. Et c'est très joli, tout est dans le non-dit, parce qu'encore une fois, il y a un retournement. Je n'en dis pas plus, mais c'est d'une grande finesse sur la famille, sur les relations familiales. Et je conseille ce film qui est très très joli. Peut-être allons-nous terminer pour célébrer Franz, donc le premier film. Avec nous allons la bande annonce. Kommt seit 2 Tagen zu dem Grab von Franz. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Willkommen. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich. Oui. Vous pensez à lui toujours? Comment pourrais-je l'oublier? Ich bin froh, dass er da ist. Macht es dich nicht auch glücklich? Doch. Aber er wird weggehen. Dann werden wir uns bemühen, ihn noch eine Weile bei uns zu behalten, ja? Vous veniez souvent ici? C'est ici que Franz m'a demandé maman. Vous avez beaucoup souffert. La seule blessure, c'est Franz. Chère Anna, il faut que je vous dise. Du bist jung und schön. Versäume diese Chance nicht. Mon fils est un garçon fragile. Il ne faut pas le tourmenter. Ce n'est pas moi qui tourmente votre fils, madame. C'est Franz. Was würde die Wahrheit bewirken? Noch mehr Schmerz, noch mehr Tränen. Was empfinden Sie für diesen jungen Franzosen? Ich weiß nicht mehr. Merci beaucoup, Maxime. Merci Anne, et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, chers amis de TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique L'art en beauté, nous avons la joie et l'honneur de recevoir Monsieur Ryota Oishi. Bonjour monsieur. Bonjour, madame. Vous êtes peintre, vous êtes depuis très longtemps en France et vous exercez, vous vivez à Versailles et vous allez offrir une exposition à Versailles du 1er au 15 octobre 2016, sans vue de Versailles. Vous êtes né au Japon, à Osaka, Oui. et vous décidez d'étudier la peinture occidentale. Oui. Pourquoi? Parce que j'étais enfant, petit enfant. Oui. C'est toujours apprendre le traditionnel japonais. Oui, Et puis utiliser ces longues signes. oui, Oui, c'est comme traditionnel Japon, comme ça, oui. oui, Et puis, quand environ c'est 20 ans, je suis 20 ans. oui. Et Quand vous avez 20 ans, Oui, j'ai trouvé assez exposition d'impressionniste. Ah. Oui, au Japon. au Japon. Ouais. Et puis Monet, Cézanne, c'est Renoir. Un choc. Oui, c'est choqué beaucoup, oui. Donc, mais japonais aussi, c'est peindre, c'est comme occidental, beaucoup. Oui, Mais moi, j'espère que c'est entrer en France, aller en France. vous vouliez Oui, aller en aller France. en France. Oui. Et puis, c'était Monet, Cézanne, Renoir. C'était vivant, habité. Et puis, et puis travailler avec ses habitants.
C'est bien comme ça, oui. Donc, j'espère que c'est aller en France, oui. Oui. Vous avez espéré et vous avez réalisé ce rêve, puisque pour vous, ces impressionnistes étaient toujours vivants. Oui. Voilà. Donc, j'espère que c'est le... Mais maintenant, c'est très intéressant, c'est le post-impressionniste. Post-impressionniste. Oui, Oui, absolument. Alors, vous choisissez Versailles. Oui. Pourquoi? Parce que, début, j'espère que c'est habité à Paris. Oui. Oui. Mais j'étais entré en France, c'est avec ma femme, et puis c'est 4 enfants. 4 enfants. 4 enfants. Oui. Donc c'est... Difficile de Oui, loger c'est une grande oui. famille Oui, à c'est Paris. ça. Ah, oui. Donc, je rencontré à quelqu'un, c'est aidé à moi. Et puis, c'est mon ami habité au Chêne, Ah oui. juste à côté de Versailles. Bien sûr, oui, bien Donc, sûr. je suis tout de suite d'accord. Tout de suite C'est d'accord. bien, Oui. Vous avez aussi eu un choc en voyant Versailles? Oui, parce qu'au Chêne, c'est pas grand-chose, c'est pour peinture. Donc, juste à côté de Versailles, c'était bien, c'est le sujet, il y en a beaucoup, comme ça, oui. Le tableau qui est sur les écrans que l'on va voir là montre quelque chose d'assez extraordinaire et de propre à Versailles. Il y a aussi d'autres villes françaises, mais c'est cette présence de la forêt tout autour de Versailles qui enserre la ville comme un écrin. Oui, c'est vrai, oui. Parce que... Vous le montrez bien, la végétation, les arbres sont immenses à Versailles, oui. et on voit les forêts, les collines tout autour. Vous êtes monté dans la mairie pour peindre cette... oui, ça c'est... C'est vue de la mairie. Oui, c'est tout. Tout à fait en haut, voilà. Parce qu'il faut savoir, chers amis de TV Liberté, que quand on se promène dans Versailles, on peut voir Monsieur Ryota Oishi devant son chevalet, et que c'est un grand bonheur. Alors, comment est-ce que vous définisseriez ce post-impressionniste? Alors, le fils de Monsieur Ryota Oishi va traduire. どういう親父のスタイルはどういう感じでちょっとまあ自分のスタイルを教えてくださいって言ってます。Ok, oui. Et puis, début, c'est style impressionniste. Oui. Et puis, par exemple, c'est Monet, Sisley, tout ça comme Oui, ça, oui. oui, oui. Et puis, de temps en temps, je vais changer. Oui. Et puis, moi, c'est époque, c'est 1987 environ, il y a révolution depuis... Une évolution de votre... 200 ans. Oui. Donc, c'est beaucoup de vieux bâtiments. Oui. C'est resté. Et puis, c'est pas restauré. Non. Donc, c'est moi préféré de ces bâtiments, c'est ancien. Le goût des ruines, ou presque des ruines? Oui, c'est ça, oui. Donc, je suis très content. Et puis, c'est tout le temps, j'ai faim, oui. Très dur, j'ai faim, oui. C'est dans la ville de Versailles. Parce que vous êtes, j'ai envie de dire que vous êtes plus proche, en quelque sorte, de Corot et de Degas que de Renoir et de Manet. Vous êtes un peintre extrêmement figuratif. Oui, c'est ça. Oui. La réalité vous importe beaucoup? Oui, parce que c'est technique française, c'est d'abord, c'est très réalisme. Et puis je crois que c'est mieux que même style, j'espère que c'est comme ça, oui. Oui, vous estimez suivre un style français? Oui, parce que moi, c'est vivant en France.
Oui. Donc c'était grand peintre Oui. en France. C'était notre Oui, votre... maître, c'est comme ça, oui. Oui. Mais je suppose que vous devez être très aimé au Japon. Ah oui, Parce que... bien sûr, oui. Parce qu'il y a un amour entre des Japonais pour la France, des Japonais pour Versailles notamment, qui sont très amoureux de cette ville. Oui, c'est vrai, oui. Donc vos tableaux partent. Mais c'est Japon aussi, c'est grand peintre, il y en a beaucoup. Oui. Mais c'est, par exemple, Hokusai. Hokusai, c'est époque, c'est 19e siècle. Oui. C'est pour gravure de Mont Fuji, etc. Oui. Donc c'est... Là, je comprends. Là, on va demander la traduction des derniers propos. Oui, il parlait donc de Hokusai. Donc, Hokusai, voilà, ok. Hokusai, Oui, donc, oui, bien sûr. Vous voyez bien la grande vague. Bien sûr, la grande vague de Hokusai, connue. Mais par contre, 何を言いたいのですか？いや、それは彼のやってるテクニックいうのがすごく幾何学的なもので絵を作っていってるという感じが。Oui, D'accord. ok, donc il s'inspire un petit peu quand même des techniques traditionnelles, par exemple, donc pour citer Hokusai, pour peindre ses toiles, même si le résultat n'est vraiment pas identique, mais notamment au niveau de la figuration et du réalisme Oui. des paysages qu'il peint. Ouais. Oui, parce que dans Hokusai, il y a une espèce de... Il y a comme un rêve. On est plus... c'est une réalité rêvée. Alors que la réalité de Ryota Oishi est une réalité très, très concrète. On reconnaît merveilleusement les endroits. Alors, vous voyagez beaucoup en France. Vous aimez beaucoup les côtes françaises. Oui, Côte d'Azur, et puis c'est Normandie. La Normandie, Bretagne, le Mont-Saint-Michel, oui, c'est ça, oui. qui fait le lien entre les deux. Oui. On va voir des tableaux. La côte, les falaises, Oui. Comme Courbet, vous aimez Oui, c'est les falaises. Monet aussi. Monet aussi, oui. 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 Et quel est votre sentiment à l'égard d'une certaine peinture complètement conceptuelle, une peinture complètement loin de la réalité? Quel est votre sentiment à l'égard de cette peinture très moderne? Votre fils? Kikiや。だから全然親父のスタイルと違う画家の作品に関してはどう思ってるんかと。ああ、違うものに対して。全然違うスタイル。Ah oui. Moi, si l'autre artiste fait le travail, Oui. peut-être c'est d'accord. C'est d'accord. Mais c'est moi, soi-même. Oui. C'est vous-même Oui, qui annoncez cette oui. façon de peindre. En tout cas, je peux vous dire, chers amis de TV Liberté, que l'harmonie qui se dégage des tableaux de Ryota Oishi est vraiment très agréable. C'est une atmosphère pleine de sérénité. Et quand on aime son pays, on sent que vous aimez ce pays, on sent que vous le mettez en valeur, que vous lui rendez tout cet amour. C'est très juste. Et donc, j'annonce encore une fois cette exposition qui est la énième. Vous avez beaucoup exposé à Versailles. Vous êtes une étoile de la ville de Versailles. Oui. C'est parce que c'est ici, vivant, c'est ici. Alors c'est aux archives communales, Oui. 1 avenue de Paris. Avenue de Paris. Donc c'est tout près du château. Oui, en face du château. En face du château, du 1er au 15 octobre 2016. Et j'ai envie de dire aussi que vous ne pratiquez pas une politique de prix
exorbitant. Et ça, c'est très agréable. そんなに作品は高くないって言ってる。何が？親父の作品はそんなに高くないですね。値段？と。あ、高くない。C'est pas cher. Voilà, et c'est ce que je voulais que l'on dise, parce que de nos jours, il y a certains artistes qui sont d'ailleurs d'outre-Atlantique, qui pratiquent des prix absolument astronomiques, qui font que les toiles en question sont inaccessibles. Vous, au contraire, vous êtes accessible, à condition de faire ces petites économies, et donc je voulais le signaler aussi. Merci beaucoup, Monsieur Ryota Oishi, d'être venu pour TV Liberté présenter votre œuvre. Et j'espère que vous serez nombreux à aller voir cette exposition donc, aux archives communales de Versailles du 1er au 15 octobre 2016, tout très vite. Merci, monsieur. Merci, madame. Chers amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous reprenons cette rubrique du patrimoine, de défense du patrimoine, avec notre spécialiste Françoise Monestier. Bonjour Françoise. Bonjour Anne. Et il s'est passé cet été encore quelque chose. Madame Royale a réfléchi et a pondu un décret grave. Nous allons le voir. Les effets se voient sur l'écran que la technique a eu la gentillesse de mettre. Et vous avez envie de dire en prologue qu'il faut rééditer un livre qui s'appelle L'histoire du vandalisme de Louis Réau. De Louis Réau, qui a été publié il y a de nombreuses années. Qui est chez Bouquin Lafon. Que l'on trouve en réédition dans la collection de Bouquin. Lafon. Et donc, dans cette histoire du vandalisme, Louis Réau analyse depuis bien avant la Révolution les étapes successives de la destruction du patrimoine dans notre pays, qu'il s'agisse du patrimoine religieux, de tous les patrimoines en France. Mais il s'arrête aux destructions qui ont été commises par le pouvoir gaulliste dans les années 60. Et depuis, de l'eau est coulée sur le pont. De l'eau est tombée sous les ponts, mais je pense qu'il serait nécessaire d'actualiser ce livre et que quelqu'un veuille bien s'atteler à compléter ce livre par les destructions qui ont été commises depuis les années 70 et destructions qui, à mon avis, les destructions actuelles sont un peu comparables à ce qu'a fait en son temps Ceausescu en Roumanie et plus particulièrement à Bucarest, quand il a voulu construire la sorte d'immense palais dans lequel il avait vécu et qui sert maintenant de parlement aux Roumains. Et pour cela, il a détruit quantité de belles maisons, mais surtout un monastère et de magnifiques églises orthodoxes. Bien sûr. Et là, je crois que on est avec le décret que vient de pondre, comme vous l'avez dit, Madame Royale, on est à la veille de nouvelles destructions, et sous prétexte d'avoir voulu, en 2015, Ségolène Royal et le ministère de l'Environnement avaient édicté une loi sur la transition énergétique. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que la transition énergétique? Déjà, l'expression est un poème. L'expression est un poème. Et donc de Mallarmé, parce que c'est pas clair. De Mallarmé, oui, c'est mais pas clair. De Mallarmé en 2 mots. Et donc, elle a rajouté, ils ont rajouté, je dirais, un codicile à cette loi. Et c'est le fameux décret dont je voudrais parler aujourd'hui. Mais avant toute chose, je voudrais quand même saluer Didier Rickner qui anime la Tribune de l'Art. Oui. Et qui a alerté les amis du patrimoine, les amis de l'art en France, en dénonçant ce patrimoine. Mais aussi, curieusement, dans son édition du 17 août dernier, Le Canard enchaîné, et plus spécialement Hervé Liffrand, a
dénoncé ce décret et surtout l'alliance incongrue entre les écolos et les gens du BTP. Oui. Alors, tout ça, c'est dans le but de dépenser moins de pétrole. Non, mais dépenser surtout, moins d'électricité, mais moins en même temps, de réduire nos dépenses. D'isoler les maisons. D'isoler les maisons. Que fait-on pour isoler les maisons? Eh bien, on fait une isolation extérieure. Alors que isolation extérieure, ce qui permet toujours aux gens du BTP d'avoir du travail, et surtout aux gens aux grosses fortunes qui louent des immeubles en France, d'avoir des surfaces énormes à louer, alors que si on faisait une rénovation par l'intérieur, les surfaces seraient moindres et donc on ne pourrait pas, la rentabilité au mètre carré serait réduite. Donc on rénove, on isole les maisons par l'extérieur, par les façades. Et alors, adieu les colombages, adieu les façades sculptées du baron Haussmann, enfin des immeubles haussmanniens, tout. Alors, seuls seront épargnés alors évidemment quand même les monuments historiques et les immeubles qui sont situés dans le périmètre immédiat des monuments historiques. Mais autant dire que ce n'est rien par rapport à ce qui existe. Alors, si vous avez une maison à Colombage en Normandie et si vous voulez refaire la façade de votre maison, on supprimera les colombages parce qu'on fera une isolation extérieure. Alors que l'isolation par l'intérieur existe depuis des années. Oui, et serait sûrement d'ailleurs beaucoup plus sauverait davantage les immeubles, puisqu'il y aurait à la fois, ce serait beaucoup mieux sur le simplement de la logique, alors que là, on n'isolera que de l'extérieur, et sûrement que les taux d'humidité dans les appartements seront bien plus élevés que maintenant. Oui. Alors, on le voit avec cette photo de cette église qui n'était pas une église classée, l'église du 19e, voire du début 20e, mais qui avait sa petite allure en pierre. Là, elle a presque des airs de mosquée, j'ai envie de dire. Ah oui, non, mais c'est affreux. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte du mal que produit ce décret sur le patrimoine immobilier français. Alors, en plus, pour nous Français, mais aussi les quelques touristes qui veulent encore venir en France, mais que vont-ils voir d'ici quelques années? Ils verront des immeubles, ils verront des maisons qui seront toutes sur le même plan. Alors comment réagir? Est-ce qu'il y a des possibilités de refus, des obstacles à mettre? Non, alors, premièrement, moi je suis très étonnée du silence d'Audrey Azoulay, ministre de la Culture en la matière. Elle aurait quand même pu sonner l'alarme, parce que même si les monuments historiques échappent fort heureusement à cette imbécilité, il y a quand même un patrimoine, évidemment, non classé, mais un patrimoine qui mérite l'attention du ministère de la Culture, ou tout au moins de celle qui se prétend ministre de la Culture, mais qui a commis une énorme bourde en parlant l'autre jour de la mort de Michel Butor, et qui n'a pas su lui attribuer l'ouvrage qu'il avait rendu célèbre, et qui s'appelait la modification, et qu'elle a baptisé d'un autre terme. Bon, ça, je lui pardonne, parce que c'est quand même très dur à lire, la modification. C'est peut-être très dur à lire, mais au moins, la moindre des choses, c'est d'avoir je ne suis pas arrivée au-delà des collaborateurs qui au moins savent faire un communiqué de presse et savent chercher ne serait-ce que sur Internet, quelles sont les œuvres que ce monsieur a publiées. Non, alors, simplement, il y a une association de défense de notre patrimoine a déposé un recours devant le Conseil d'État. Il s'agit de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Oui, c'est ça. Mais quand on sait le sort que le Conseil d'État réserve à certaines choses, je doute de l'issue positive de ce. Donc il faut offrir son soutien à cette société de protection. Oui, donc la SPPEF, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Alors moi je les ai contactés bien évidemment. Pour l'instant ils refusent de venir.
Ce sont des gens ouverts, larges d'esprit. Et bien, mais voilà. de toute façon, quel qu'il soit, enfin, je veux dire, nous devons défendre. C'est le seul but, absolument. Défendre leur entreprise. Parce que regardez cette façade qui est blanche. Je suis allée au début de l'été dans ce parc pour enfants magnifique qui s'appelle France Miniature. Ah oui, oui. On a sous les yeux, dans un parc magnifique, vallonné, paysager, toutes les merveilles de la France. Toutes nos cathédrales, tous nos châteaux, tous nos... Oui, c'est magnifique. C'est absolument somptueux. Mais il y a aussi les ports. Et il y a côte à côte les petits ports bretons et les petits ports méditerranéens. Et alors, c'est très amusant, parce que j'ai fait le test avec des petits-enfants qui n'avaient que 5 ou 6 ans. Hein. Quelle est la différence entre ces deux ports? Il se trouve que les enfants connaissaient les deux endroits. Eh bien, l'un était gris et bleu, c'est-à-dire les paysages bretons, et les autres étaient rouges, verts, jaunes, très très colorés. C'était frappant. Là, maintenant, du nord au sud, tout sera blanc. Tout sera blanc. Et je doute fort que le blanc reste blanc longtemps. L'uniformisation. Donc ce sera un blanc-gris, un gris-blanc, bien sûr, un blanc sale. Un blanc sale. Ouais, un blanc sale. Et puis, je ne comprends pas. Alors, j'ai lu également que en province, en tout cas, une maison ancienne, maison du 19e, avait été rénovée selon le nouveau décret. Et quand même, les rénovateurs avaient rajouté des éléments qui n'étaient pas... Enfin, ils avaient voulu copier l'original et donc avaient réalisé, par exemple, des colombages, mais qui n'étaient pas en bois, qui étaient en ersatz bois. C'est le règne du faux. C'est le règne du faux. Alors que le vrai existe. Alors on peut faire du faux quand rien n'existe. C'est l'ère du faux et l'ère du flan. Alors les deux F, le faux et le flan. Le faux et le flan. Très bonne expression. Il y a aussi dans la tribune de l'art que j'ai bien regardé des nouvelles étonnantes, des parcs de musées. Notamment à Nancy, qui vont être massacrés. Oui, à Nancy, oui, mais à Nancy, ça date d'il y a quelque temps. Des choses hallucinantes. Enfin, vraiment, une volonté de non-respect qui est absolument effrayante. Une volonté d'en finir avec ce qui pour eux doit être le vieux monde. Et d'en finir avec l'harmonie que nous connaissions au nom d'une idée. Enfin, dans les principaux pays européens et en particulier en France. Au nom d'une idéologie, l'idéologie de l'écologie, l'idéologie de l'écologie, mais aussi l'idéologie de la rentabilité, puisque dans l'affaire qui est gagnant, les grands groupes du BTP. Oui. Tout à fait sont gagnants. Et ça, c'est l'alliance de ce capitalisme de mauvais aloi et de ces gens qui nous gouvernent. Et je pense c'est la pire chose qui soit. C'est une alliance totalement méphistophélique. Merci beaucoup, Françoise Monestier. Merci, Anne, de m'avoir reçue. Et à tout bientôt. Et à tout bientôt, pour quelque chose d'heureux peut-être cette fois. Il faut pas, bien sûr. On va pas sans arrêt annoncer des catastrophes. Hein. Il faut qu'on trouve des occasions de se réjouir. Je pars bientôt pour la Macédoine grecque et yougoslave et je pense que je rapporterai des belles images. J'en suis sûre. Merci beaucoup Françoise et bon voyage. Merci Anne. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture.